Tenez bon les parents. La bande originale, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. 8h21. France Inter. Le 7-9. Nicolas Demorand. L'invité de France Inter jusqu'à 9h est député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de France Inter. Bonne année à tous. Mais oui, bonne année. Comme hier, on vous souhaite quoi pour vous, pour la France Insoumise en 2018 ? Que ça continue. Je crois qu'on a quand même été... L'année 2017 a été une année incroyable. Avec, pour ceux qui... Je parle sur le plan politique, il y a eu après beaucoup d'événements, mais il y a des forces politiques qui ont structuré la vie pendant des années, je pense au Parti Socialiste, la droite traditionnelle, qui ont été fortement impactés par ce qui est sorti des urnes, et des choses nouvelles ont émergé. En Marche notamment, le mouvement de M. Macron, mais aussi la France Insoumise. 7 millions de voix, 19,5%, un groupe parlementaire. Qui aurait cru que nous en soyons capables? Même nous, je veux dire qu'on se battait, on avait beau... Je me souviens quand il y a 2 ans, avec Jean-Luc Mélenchon, on avait commencé à réfléchir à la campagne présidentielle, il m'avait dit ça va se jouer autour de 20%. Et j'ose pas répéter que ça s'est passé à peu de voix près, parce qu'on se moque de nous à l'arrivée. Oui. Mais il est vrai qu'il y a 4 candidats. En 2018, non, mais moi je veux bien. Non, mais quand je dis ça, je sais pas pour refaire le match, mais c'est pour dire à tout le monde qu'il y a 4 candidats, franchement, qui étaient où ça aurait pu, voilà, le scénario que nous soyons au second tour, etc., n'est pas un scénario fou. Et moi je me bats, et ce que nous a appris Jean-Luc Mélenchon, je dis parce que pour moi qui milite depuis longtemps avec lui, c'est que nous sommes une force en capacité, du moins qui à vocation majoritaire, voilà. Et là, le fait qu'on soit député, qu'on fasse ce boulot, nous permet de continuer à démontrer ça. Hors année électorale, donc 2018, que ça continue, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire quoi? Mais jouer notre rôle. Parce que vous n'avez pas trouvé la prise encore. Oui, bah écoutez, d'accord. Par rapport au gouvernement et à la présidence. C'est la 5e République. La 5e République fait que le président de la République actuellement s'appelle Emmanuel Macron, qu'il a la capacité, avec une large majorité à l'Assemblée nationale, de mettre en place des choses qui, selon moi, brutalisent la réalité, l'aspiration profonde du pays. Moi, le pays que j'ai vu pendant 2 ans de campagne électorale est un pays qui garde la passion de l'égalité, de la justice sociale, et qui ne se retrouve pas rassasié par ce qui a été mis en place. Alors, c'est vrai qu'il y a un caractère un peu de rapide, qui fait que peut-être beaucoup de gens, à un moment donné, se sont dit on va peut-être laisser sa chance au produit, mais désormais on rentre dans le dur, si je puis me permettre l'expression. Depuis le 1er janvier, les ruptures de conventions collectives, c'est là, et les soi-disant ordonnances qui vont créer des emplois commencent par des plans de licenciement. Je pense à Pinky, je pense à PSA qui va arriver. Est-ce que c'est ça que veulent les Français? Est-ce qu'on veut être licencié plus facilement, précarisé plus facilement? Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne crois pas. Voilà. Mais vous savez, Monsieur Macron a beau sourire et être un jeune visage, mais derrière ce sourire, cette jeunesse, en vérité, c'est un monde vieux et assez peu souriant. C'est des licenciements, l'ubérisation de la société, et c'est le retour au 19e siècle. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je continuerai à le dire. Vous m'inviterez, je le dirai, et les Français jugeront quand on leur donnera la possibilité de le faire. Vous dénoncez fort, Alexis Corbière, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit à ce micro ce matin. Est-ce que vous pensez, vous n'êtes pas un syndicat, mais comme force politique, avoir malgré tout un effet d'entraînement sur la société française? C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais pour contester la politique que vous venez de critiquer, Jean-Luc Mélenchon disait il y a quelques semaines, quelques mois, nous attendons les jeunes, il faut que les jeunes se mobilisent pour que le pays se mette en mouvement. Ça n'est toujours pas le cas. Oui, mais écoutez, vous vous battez pour faire plus d'audience, et il y a des moments, il y a des jours, vous dites on pourrait faire mieux. Voilà, pardon, vous en faites beaucoup, vous êtes les premiers. Bon, oui, voilà, donc je vais prendre l'exemple sur vous. Non, mais je veux dire, dans la vie... Les enjeux sont plus importants là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas, Nicolas Demorand, j'entends votre question, mais en permanence dire, on n'a pas encore vu le résultat de... Observez quand même que nous, d'abord, vous savez, ce qu'il faut, c'est la question politique est d'abord une question idéologique et culturelle. Continuer à diffuser nos idées. L'idée que on faut sortir du système productiviste qui fout en l'air la planète. L'idée qu'on peut partager les richesses. L'idée que il faut défendre une certaine conception du service public contre ceux qui voudraient privatiser, etc., etc. Bon, toutes ces idées-là qui, elles infusent et vous continuez à les défendre. Donc on va faire ce boulot. Moi, j'ai eu l'honneur de devenir parlementaire. Vous savez, j'ai des conditions matérielles qui sont améliorées, etc. Donc être à la hauteur de ça, de cette confiance qui m'a été donnée, c'est faire ce travail-là. Et je le ferai durant le temps de ce mandat. Voilà. À l'arrivée, on verra le résultat. Mais j'ai été élu pour ça. Je ne mentirai pas. Je n'ai pas été élu pour expliquer qu'alors que je me suis fait élire comme un opposant à M. Macron, dire non à la classe du travail, que demain je vais dire finalement c'est formidable. Donc je fais ce travail et on verra le résultat. Nous avons fait, c'est pour ça que j'ai commencé, par le début, nous avons fait émerger
à l'occasion de cette élection présidentielle, et je ne laisserai pas le banaliser, ou alors c'est dommage, une force politique nouvelle, 7 millions de voix. On nous avait dit, Mélenchon, il divise, il est tout seul, etc. Ma question est, y a-t-il des formes nouvelles d'opposition? C'est ça ma question. Je le souhaite. Parce que là, elle est parlementaire. Mais évidemment qu'il y a des forces nouvelles d'opposition. La France, et même des formes. La France insoumise est une forme nouvelle d'opposition. Quelque chose que vous, même comme moi, on n'a pas vraiment l'habitude. Un mouvement comme ça, Jean-Luc avait dit un peu gazeux, c'est-à-dire qui utilise beaucoup des réseaux sociaux, dans lequel il y a une grande liberté d'initiative pour des groupes d'appui, qui fait d'abord et avant tout un travail à vocation idéologique, etc., et qui se veut être quelque chose de rassemblement. C'est quelque chose qui est nouveau, qui se nourrit de choses qui ont eu lieu précédemment. Je pense à l'expérience de Nuit debout, tout en n'étant pas du tout la même chose, mais en même temps un petit peu, qui remplit le rôle dans beaucoup d'endroits. On parlait des organisations syndicales qu'il faut respecter, qu'il faut saluer, mais qui n'existent plus dans beaucoup d'endroits. Idem pour des organisations de jeunesse qui n'existent quasiment plus. Nous faisons ce travail-là. Ça veut pas dire qu'on se substitue, mais qu'on regarde la France de 2018 telle qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, nous prévoyons là à la rentrée de la diffusion de tracts sur les lycées, nos jeunes militants, pour expliquer qu'aujourd'hui, quand même, il y a des mesures de sélection à l'entrée de l'université qui se mettent à œuvre, qui ne vont pas dans le bon sens. Moi, je suis d'une génération, j'ai 49 ans, peut-être qu'on a à peu près le même âge, qui a connu et qui a été brûlé par la politique dans un mouvement contre le projet de loi Devaquet, qui mettait en place la sélection à l'université. Plus d'1 million de jeunes dans la rue. Ça m'a marqué à vie, ça a fait de moi le militant que je suis. Je crois que les mêmes raisons, la jeunesse de 86, de novembre et décembre 1986, qui ne voulait pas de la sélection à l'université, elle résonne avec cette jeunesse d'aujourd'hui. Mais il faut aider à ce que... parce qu'il y a eu sans doute moins d'organisations syndicales, politiques, etc., à ce que ce travail-là, d'abord de pédagogie, soit fait. Nous le ferons et puis on analysera ensemble. Vous savez, il faut garder toujours, faut être positif. Moi, je suis positif. La vie est belle, hein. Voilà pour on peut 2018. faire mieux, et je dis à tout le monde, écoutez, faites-vous une opinion et puis vous verrez, vous jugerez. Alors parlons-en donc de ces ruptures conventionnelles collectives. Pimki hier, PSA, Peugeot, Citroën aujourd'hui, peut-être Carrefour, disait Marc Fauvel dans le journal de 8 heures. Est-ce que cette nouvelle modalité de rupture est pour vous du licenciement rebaptisé et qui ne dit pas son nom? Oui, même ça dit son nom. Voilà, faut pas s'étonner quand vous vendez des armes, faut pas s'étonner qu'un jour les gens les utilisent. Quand vous mettez en place un dispositif qui facilite les licenciements, les licenciements sont plus faciles. Point final. C'est volontaire. Oui, mais attendez, c'est volontaire, on va voir. Mais ça permet, jusque-là, attendez, premièrement, vous le savez ici, on pouvait licencier, hein. Avant, c'était pas interdit. Oui, mais il y avait quand même un minimum, fallait que l'inspection du travail soit d'accord, vous aviez obligation dans des groupes qui font des profits, hein. Parce que là, on parle de groupes qui font des profits. D'accord? Que vous avez comme obligation de reclasser, de faire sur la formation, y compris l'inspection du travail pouvait dire, attendez, vous êtes bénéficiaire en tel et tel secteur, vous pouvez pas. Là, on facilite encore plus. Vous avez moins de comptes à rendre. D'accord? Alors, c'est vrai, on en parle peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire. Il y a sans doute aussi des boîtes où, parfois, la faiblesse, où les rapports de force entre salariés et patronat étant un peu difficiles. Moi, j'invite d'ailleurs les représentants des salariés de ces boîtes à refuser ça. Mais on va voir, peut-être qu'il peut y avoir une menace, un chantage au chômage dans un pays où il y a 6 millions en vérité de chômeurs, hein, même si les chiffres officiels sont un peu moins, mais enfin de gens qui sont en difficulté, ça peut foutre la trouille. Si on vous dit soit, je prends l'exemple de Pimki, on va voir ce qui va se passer dans la discussion, mais soit c'est 200 emplois qui s'en vont et je sais plus combien de magasins qui ferment. Si vous n'êtes pas content, ça va être plus, on va délocaliser, etc. On verra le résultat. Donc le caractère volontaire, puisque c'est la collectivisation d'une procédure qui était individuelle avant. La rupture oui, mais conventionnelle. Jusque-là, quand vous faisiez un licenciement collectif, un PSE, vous aviez obligation... C'est pas le même dispositif. Oui, mais j'entends bien, c'est plus facile. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, je vais licencier 200 personnes qui jusque-là étaient en contrat à durée indéterminée, et je peux demain en réembaucher 50 que je vais choisir là-dedans et les embaucher sous des statuts différents. Enfin, qu'est-ce que l'intérêt général, la collectivité y gagne au fait qu'on licencie plus facilement, que ça va coûter moins cher, qu'il y a moins d'obligations de reclassement, que vous avez la possibilité de transformer, de réembaucher des gens qui avaient un certain type d'ancienneté et qui avaient obtenu un certain statut, de les réembaucher éventuellement sur des statuts plus précaires. Je dis à tous, à quoi ça sert que de plus en plus de gens soient en situation de précarité? Ça coûte cher, ça fait mal, ça c'est pas bien pour la société, c'est pas ça que moi je veux. Vous me disiez, qu'est-ce que je souhaite pour 2018? Je souhaite un monde moins brutal. Je n'accepte pas cette injustice. Ça ne fait pas du bien, ça amène à ce que vous avez une société de plus en plus en tension, et avec tous les effets que ça peut produire. Dans un pays, par ailleurs, dans lequel les dividendes
reversés aux actionnaires n'ont jamais été aussi importants. Parce qu'on ne parle pas de TPE, PME, que des petits patrons et des problèmes, c'est une chose. Mais là, on parle de Pinky, on parle de grandes boîtes qui reversent des parts importantes de dividendes à leurs actionnaires. Donc, vous voyez, cette logique du tout profit, moi, m'insupporte, surtout quand elle coûte cher socialement. Je vous repose la question parce que vous l'avez dit à deux reprises. Il y a eu 2017, une année très importante qui a vu un certain nombre de partis historiques disparaître, de formes classiques de la démocratie être affaiblies et mutées. C'est ce qui attend les syndicats aujourd'hui. Vous avez dit à deux reprises qu'ils étaient très faibles et qu'il fallait... Non, j'ai pas dit qu'ils étaient... Non, là, me faites pas dire. Non, moi, premièrement... vous alliez peut-être mobiliser vous-même... Non, mais Nicolas, là aussi, c'est un point... moi, je intellectuellement, c'est un point intéressant, me semble-t-il. Il faut des syndicats forts. Voilà. Et moi, vous savez... Mais est-ce qu'ils mutent comme les partis? Oui, mais comme tout le monde, évidemment. De toute façon, aujourd'hui, la précarité, la généralisation de la précarité dont je viens de parler amène à ce que les syndicats doivent de plus en plus se porter, et ils le font pour certains, vers ces travailleurs ultra précaires, et ça pose toute une série de difficultés. Donc les syndicats, ils mutent. Vous savez, ce qu'il faut saluer, c'est ces femmes, ces hommes de terrain qui font un travail extraordinaire, etc. Il faut des syndicats forts. Indiscutablement. Moi, je ne critiquerai pas le travail syndical, il faut des syndicats plus puissants. Par contre, je pense qu'il y a des moments, notamment vu la violence, selon moi, là c'est une analyse de la France Insoumise, du coup qui a été porté contre le Code du travail, ça aurait dû amener une riposte plus unitaire de la part des directions syndicales. J'observe d'ailleurs, tiens, je vais lancer en même temps avec un petit salut amical, que même la CFDT, qui était assez accompagnante du dispositif d'ordonnance sur le Code du travail, s'indigne localement chez Pinky en disant là ça va trop loin, ils sont inquiets. Vous voyez, donc les syndicalistes de terrain, y compris CFDT ou autres, ou AFO, quel que soit ce que peut-être parfois les directions syndicales ont dit, voient bien que c'est pas bon. Voilà. Et ça c'est bien. Donc il faudra qu'il y ait une riposte, une mobilisation syndicale, mais ça veut pas dire un peu, là je veux pas être trop technique, mais à France Inter on connaît ça, au nom de la charte d'Amiens, vous savez, cette histoire en France très particulière de la naissance du politique avec des mouvements syndicaux qui existaient déjà, d'une espèce de on se parle pas, totalement indépendant, et en gros, quand il s'agit de protester sur le terrain social, c'est le syndicat et le parti vient pas, et le parti il fait sa besogne de son côté, et non, ça c'est bête. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut réfléchir à des choses qui embrassent plus largement. Il y a des fronts nouveaux à constituer, parce qu'il y a des bagarres qui se situent sur le même terrain de la riposte idéologique, culturelle à apporter face à un rouleau compresseur libéral. Vous travaillez vraiment là-dessus, à la France Insoumise? Mais on dialogue, bien sûr, mais on a rencontré... Non mais outre le dialogue, comme quand vous dites la séparation des deux aujourd'hui est dépassée. On a appelé. À part appeler, est-ce que vous travaillez à des formes communes? Oui, on discute avec des organisations syndicales, mais voilà. Alors après, il y a encore ce que j'évoquais tout à l'heure, de la part des directions syndicales, et je peux l'entendre parce qu'elles ne veulent pas être des courroies de transmission des partis politiques. Une forme de méfiance, je l'entends, mais sachez que même à une époque où on disait que Mélenchon et Martinez se parlaient pas, on a rencontré Philippe Martinez qui était venu, rencontré des groupes parlementaires, on discute, etc. Mais je crois qu'il faut aller vers le fait qu'on puisse se mobiliser tous ensemble pour faire reculer un gouvernement qui met des mauvais coups. Voilà. Bon, après. Allez, une question sur les vœux de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait beaucoup de choses, notamment sur les fake news. J'ai lu un communiqué de Jean-Luc Mélenchon sur les vœux d'Emmanuel Macron et la réponse. Voilà, excusez-moi. Oui. Mais parce que je vous trouve pas encore président de la République. Bien entendu, mais en revanche, je vous trouve très macronien sur un sujet. Mais alors vraiment, je vous promets de me soigner. C'est la critique de l'audiovisuel public. Alors là, vous retrouvez La République en marche, la France insoumise. C'est joie, bonheur et amour. Expliquez-nous pourquoi. Alors il y a deux sujets, non mais là parce que vous m'avancez. Premièrement, moi je suis inquiet de ce qu'a annoncé le président de la République sur ces histoires de loi anti-fake news, de quoi il parle, parce que j'espère que voilà, il y a quand même un petit problème, quoi. Qui va décider ce qui est une fake news ou pas? Deuxièmement, il y a des dispositifs, oui, mais il y a des dispositifs qui existent. L'article 27 de la loi 1881 sur la liberté de la presse interdit de diffuser des fausses nouvelles. Il y a aussi l'article L147, ou je sais plus, du code électoral, qui interdit quelqu'un, à l'occasion d'une élection, de diffuser des fausses nouvelles. Donc ça existe. Bon, d'accord? Là, il y a une question d'échelle. Oui, mais c'est quoi? C'est que lui dit le président de la République dit en période électorale qu'il faut que le juge puisse aller rapidement. Mais enfin, ça pose un problème. Imaginez un ministre du budget ou un journal dit qu'il a un compte en Suisse, et le type devant l'Assemblée nationale dit c'est une fausse nouvelle, c'est faux, les yeux dans les yeux. Bon, fake news ou pas fake news?
D'accord? On a cet aperçu. Le juge. Oui, mais le juge, comment il tranche rapidement? Si le même ministre dit, voilà, je me présente aux élections et on est à 3 semaines d'un résultat, le juge, il ira pas plus loin que les enquêtes journalistiques. Donc tout ça, c'est du pipeau. C'est une vieille affaire. Vous savez, le 17 février 1852, dans le décret organique signé par Louis-Napoléon Bonaparte, il y avait déjà le fait que ça s'appelait les fausses nouvelles, vous voyez, on parlait pas en anglais, et devait être sanctionné. Depuis toujours, c'est une vieille affaire et ça a annoncé après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Il faut se méfier de cette affaire. Il y a déjà des dispositifs légaux qui existent. Je me méfie de ça. Une fois qu'on a dit ça, il faut défendre le service public audiovisuel, évidemment. Il faut défendre votre maison, qui est soumise à des situations parfois assez délicates, notamment dues à des réductions budgétaires. Mais on a le droit aussi, cher Nicolas Demorand, parce que moi je suis un amoureux aussi du service public audiovisuel et notamment de cette radio. C'est pour ça que je suis toujours un peu ému quand je viens, parce que c'est la radio, qu'il y en a tous nos radios un peu nos madeleines. Mais ce que je veux dire, il faut accepter aussi l'idée, quand nous proposons un conseil de déontologie des journalistes, que le citoyen ait aussi des instances dans lesquelles il peut faire entendre une critique lorsque certaines émissions ne lui ont pas plu. Je le dis notamment à côté de Léa Salamé. On doit pouvoir, et Léa Salamé vous parliez d'audience tout à l'heure. Non, mais je veux dire, vous parliez d'audience tout à l'heure, Alexis Corbière. Ce qui est formidable, c'est que les gens votent avec leurs pieds et leurs oreilles. Ils n'aiment pas, ils trouvent que c'est de mauvaise qualité, ils n'écoutent pas et ils s'en vont. Oui, mais quand il s'agit du service public, il y a un juge de paix, mais quand il s'agit du service public, quand il s'agit du service public, on doit pouvoir avoir une exigence particulière et pas seulement dire si vous n'êtes pas content, vous regardez pas ou vous écoutez pas. Et on doit pouvoir, après bien entendu, les producteurs. Si nous faisons mal notre travail. Oui, d'accord, mais après les réalisateurs, l'émission, les producteurs doivent aussi se défendre. Mais il faut qu'il y ait une instance qui existe où on puisse faire entendre des requêtes. Non, mais le CSA, c'est pas sa mission, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et il faut pas avoir peur de ce conseil de déontologie que nous proposons. Jean-Luc Mélenchon a lancé une pétition, 177 000 signataires, on peut la signer, ceux qui nous écoutent. Ça peut être un outil citoyen plus intéressant. C'est pas, comment dire, une instance de censure. C'est franchement, la censure, elle est plutôt à craindre du côté, vous voyez, d'Emmanuel Macron, qui a beau dire ça avec le sourire et faire un peu la leçon d'ailleurs à tous les journalistes avec un ton que personnellement, je serais un professionnel de journaliste, j'aurais pas apprécié. D'accord? Celui de Jean-Luc Mélenchon, il est parfois, comment dire? Pardon? Le ton de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des journalistes, il n'y a pas le sourire là. D'accord. Mais ce que je veux dire, premièrement, s'il était président de la République, peut-être qu'il utiliserait un ton différent. Mais Jean-Luc Mélenchon aussi, il subit nombre d'attaques et il y a parfois un ton un petit peu plus coulant vis-à-vis de notre actuel président de la République. Allez, il est 8h37 et on est très en retard, mais la conversation est très intéressante. Et on vous retrouve juste après la revue de presse de Claude Askolovitch. Bonjour Claude. Bonjour Nicolas. On parle d'une femme, Claude, qui se bat après avoir été détruite. Une femme forte et qui se croyait la plus heureuse du monde, dit-elle, et qui rencontre un homme et cet homme l'a détruit. J'avais une joie de vivre immense, il a tout pris, l'a éteinte au fur et à mesure tous les jours. Tous les jours, il me disait que j'étais grosse. Il voyait une fille dans la rue, il me disait « Tu as vu comme elle est mince, c'est belle ?» Et pour son compagnon, la jeune femme maigrit et maigrit encore, et un virus attrape son corps épuisé, et elle maigrit jusqu'aux prémices de la mort. Je ne pouvais plus rien avaler. Quand j'allais me coucher, je ne savais pas si le lendemain, je serais toujours en vie. Et ces mots nous donnent le vertige, car celle qui parle est une sportive, une championne, Marion Bartoli, qui avait remporté Wimbledon en 2013. Elle pensait que rien ne pourrait lui ôter cette joie, et elle fut pourtant avalée par un connard, dit-elle, ou bien par ses propres fêlures. Elle se raconte dans L'Équipe sans fausse impudeur. Elle pose à la une du journal, elle n'est plus maigre, mais son visage est marqué. « Je me suis laissé détruire », c'est le titre de une. On peut préférer le titre intérieur, « Me prouver que je suis en vie », car elle vit encore, Marion Bartoli, et pour se le prouver, a décidé de retrouver le tennis au plus haut niveau. Elle tape dans la balle, elle se renforce, elle s'organise, et ce serait dans L'Équipe un classique, l'interview d'une sportive qui tente son retour, si cet entretien n'était pas hanté par des larmes et par une urgence absolue. D'autres violences également, Claude, contre les femmes ce matin dans la presse. La destruction ne dévaste pas les âmes. Dans Libération, on apprend que 109 femmes ont été tuées l'an dernier par leurs compagnons. Et le journal veut que l'on cesse de parler de faits divers qui s'additionneraient pour admettre un fait social, le féminicide conjugal. Tiens, dans le Courrier Picard, j'apprends ceci. Sur 6 affaires qui étaient au menu de l'audience de comparution immédiate lundi dernier à Amiens, 5 concernaient des violences conjugales. Ça ne s'arrête pas. Un autre fait social, c'est dans le Figaro, la désinvolture de la médecine quand une femme est victime d'un infarctus. C'est une étude anglo-suédoise qui l'atteste, réalisée sur 60 000 malades. Voyez-vous, la mortalité des femmes 1 an après un infarctus est supérieure de 89%
à celle des hommes, presque le double, parce que les médecins prescrivent moins de soins et de médicaments aux femmes. Elles seraient protégées des risques cardiovasculaires par leurs hormones. Et de cette bêtise, le corps médical n'est pas guéri. Voilà donc Nicolas un jour dans la presse qui raconte comment des femmes meurent, mais elles sont fortes pourtant et depuis longtemps. Sur rue 89, on raconte l'histoire du premier journal féministe fondé pour et par des femmes au 19e siècle. Il s'appelait La Fronde et des hommes s'en moquaient, mais qu'importe les moqueries quand on peut se lever. Dans le Figaro, on célèbre la force d'une femme. Le regard est fixe, le visage rousi. Elle expire bruyamment dans l'air déjà saturé de sueur. Uda Salem, 20 ans, soulève 70 kilos de fonte. Sa silhouette massive et musclée se détache sur les parois du gymnase. Le Figaro est allé à Sadr City, un des quartiers les plus durs de Bagdad, une banlieue chiite visée par le terrorisme, où 9 pratiquent l'haltérophilie, 9 championnes rassemblées par un homme pourtant, Abbas Samed Abbas, qui interdit à ses élèves les réseaux sociaux, les emails, les petits copains et même le mariage. Les voilà libres et pourtant prisonnières, ces sœurs lointaines de notre Marion Bartoli. Et puis une autre femme forte provoque, Claude, un étrange phénomène aux États-Unis. Et elle est plus que forte, elle est puissante, vedette des médias et première femme noire américaine milliardaire et peut-être demain présidente des États-Unis. Titre du Parisien, les démocrates rêvent d'Oprah. Oprah Winfrey qui a électrisé les Golden Globes dimanche soir dans un discours dont Libération donne des extraits. Je veux exprimer ma gratitude envers toutes les femmes qui ont subi des années de maltraitance parce qu'elles devaient, comme ma mère, nourrir leurs enfants, payer les factures et vivre leurs rêves. Et de ce discours, cette ode aux femmes, est venu un désir politique de Oprah. Le Washington Post, on peut trouver l'article sur le net, contemple le phénomène dans une perplexité féconde. Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de ça? Have we lost our minds? Est-ce que nous sommes devenus dingues? Se demande le journal. Mais pourtant si, dans un long article, le Washington Post, journal des élites politiques américaines, réfléchit sur la célébrité, celle d'Oprah, comme antidote à la célébrité maléfique de Donald Trump. Oui, Nicolas, on est vraiment en train de parler de ça. Et pour finir, Claude, la limitation de vitesse à 80 km/h. Et tandis que le Figaro titre sur la Chine, Libération sur le complotisme et l'humanité sur les licenciements low cost, levez le pied est un titre populaire ce matin du Parisien à Nice Matin qui nous ramène à un hiatus français, la liberté de l'individu qui veut conduire vite quand l'État lui impose ses règles. Et il y a dans nos journaux tantôt de la pédagogie, tantôt de la colère. Tiens, dans Nice Matin, un monsieur de Sifour-les-Plages nous l'assure, ce sont les radars qui sont responsables des accidents parce qu'on freine trop brusquement quand on les voit. Il y a aussi du scepticisme quand l'Est républicain préférait qu'on sanctionne l'alcool au volant au lieu de s'embêter avec des mesures chichiteuses sur la vitesse. Tiens, l'Est républicain fait parler une femme députée macronienne de Haute-Saône, Barbara Bessot-Ballot, qui défend la ruralité. Les gens qui ont besoin d'être sur les routes pour travailler et qui ne sont pas des délinquants routiers vont se sentir punis. C'est un coup de frein à la ruralité active. Entendons cette plainte? Non, allons, soyons sérieux. Le Courrier Picard a fait le test. Entre Amiens et Péronne via Albert, se restreindre à 80 km/h ne fait perdre que 4 minutes sur le trajet. 4 minutes pour le prix d'une vie. Et la Croix nous le dit, en Suède, la vitesse est limitée à 70 km/h et depuis 21 ans, la mortalité diminue de moitié et l'alcool au volant peut coûter quelques 5000 €. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. À l'étranger, je roule moins prudemment car les amendes sont plus légères. Ainsi parle Eva Lindblad, automobiliste suédoise, automobiliste dans un pays qui, contrairement à nous, aime la loi. Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse. Dans un instant, le retour d'Alexis Corbière, notre invité. Vos questions au 01 45 24 7000. Comme tous les mardis, juste avant 9h, on retrouvera Alex Vizorek. Bonjour Alex. Mais c'est vrai. Bonjour Nicolas Demorand. La semaine prochaine sera lancé Le Média, la web TV des Insoumis. Et j'ai quelques infos exclusives sur la grille des programmes. On attend ça avec impatience. 8h43. Bah, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est comme ça. C'est grâce au jour C'est maintenant, c'est ça? C'est ça, j'ai décidé d'avancer. J'ai cédé pour un C4 Picasso avec toutes les dernières technologies d'aide à la conduite et une reprise Argus plus 5000 €. Oh, c'est insensé. Je sais. Pendant les jours C'est maintenant chez Citroën, profitez de 5000 € de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4 Picasso, équipé des dernières technologies d'aide à la conduite. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes du 19 au 22 janvier. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 janvier 2018. Détails sur citroën.fr. Portes ouvertes selon autorisation. Équipement selon version. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, j'ai intercepté un message de Miss MAF. Avec MAF.fr sur smartphone, estimez le tarif de votre assurance auto en 2 minutes. Et jusqu'au 4 mars 2018, profitez de l'offre 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto tout risque. Avec ça, rien à faire, c'est la MAF qui préfère. Vous avez échoué. Moi je préfère.
Tarif indicatif sur la version mobile de MAF.fr. Tarif personnalisé dans les agences MAF. Conditions de l'offre 2 mois gratuits sur MAF.fr. 8h44. France Inter. Le 7-9. Intervenez. Nos questions avec Léa Salamé, les vôtres au 01 45 24 7000. Bonjour Philippe, bienvenue sur Inter. Bonjour. Les plans de départ volontaires ont toujours existé dans le cadre des PSE et jusqu'à présent les accords majoritaires d'entreprise qui en découlaient étaient vérifiés par la directe. Il y a en 2014 une grande entreprise pharmaceutique française a mis en place tout un plan de départ volontaire qui était annulé par le Conseil d'État. Mais l'entreprise a quand même continué. C'est-à-dire, quel va être le contrôle maintenant, alors que les plans de départ volontaires vont être facilités juridiquement ? Merci Philippe pour cette question. J'ajoute juste Alexis Corbière qu'il y en a beaucoup sur le même thème, notamment sur Twitter, avec juste 2 demandes vous concernant strictement, qu'on soit d'accord ou non avec la mesure omettre, comme semble le faire votre invité, que la rupture conventionnelle doit être signée par les 2 parties. N'est-ce pas mensonger ? Rappelons quand même que l'accord des syndicats, ça c'est ce que disait Aldric, Olivier, que l'accord des syndicats et le volontariat au départ des salariés sont la base de la rupture conventionnelle, etc., etc. Il y en a énormément. Je voulais lire Alexis Corbière. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, oui. Maintenant, est-ce que le rapport de force syndicale dans des boîtes souvent, où d'ailleurs la vie syndicale n'est pas toujours facile, est suffisant pour qu'on s'en remette uniquement à ça ? Voilà. Et puis deuxièmement, il existait d'ores et déjà des dispositifs, je crois que c'est Philippe qui l'a évoqué, on pouvait licencier dans ce pays. Les ordonnances vont licencier plus facilement et donner moins d'exigences vis-à-vis de l'employeur, qui aura moins d'exigences vis-à-vis de la formation, etc. Est-ce que ceux qui m'écoutent trouvent que cela est bien ? C'est volontaire, c'est ça ce qu'on vous demande d'admettre. Mais c'est quoi qui est volontaire ? La procédure en elle-même, le départ. Non mais attendez, plan de départ volontaire collectif. Oui, enfin je veux dire qui est soumis dans un pays où, je répète, il y a 6 millions de chômeurs, où il y a une menace peut-être à plus de licenciements, et qui est volontaire, qui passera avec un accord de la part des représentants syndicaux, 50%. Des représentants des salariés. D'accord, donc je répète mon argument. Est-ce que vous pensez, ceux qui nous écoutent, que dans nombre d'entreprises, tout ça, du point de vue de l'expression de l'intérêt général, doit être uniquement laissé à l'appréciation, souvent de représentants de salariés qui peuvent subir aussi des pressions avec la menace qu'il y ait plus de licenciements demain ? Voilà, bon. Est-ce que l'intérêt général doit totalement s'estomper ? Et je répète, d'un point de vue aussi plus collectif, qu'est-ce que c'est qu'on gagne à ce que, notamment jusque-là, ça n'était pas possible, lorsque vous licenciez des gens, vous ne pouviez pas les réembaucher par la suite, certains d'entre eux, sur un statut différent. Ceux qui m'écoutent, si vous travaillez dans telle ou telle entreprise, que vous avez actuellement un contrat à durée indéterminée, accepteriez-vous d'être licencié et demain réembauché sur un statut plus précaire ? Pourtant, ce sera rendu possible. Voilà, donc ça ne va pas dans le bon sens selon moi. Joe, bonjour, bienvenue sur Inter. Oui, bonjour et bonne année à France Inter. Merci. Alors je pose une question toute simple. Est-ce que France Insoumise, qui dans les médias existe d'abord dans la provocation et un discours à la limite de l'éruptation, voire ce matin, va poursuivre dans cette posture, une posture qui semble bien convenir à M. Macron ? Et je voudrais préciser par une remarque que j'ai voté Mélenchon plusieurs fois, mais il s'est déconsidéré à mes yeux au 2e tour, et là c'est définitif. Voilà. Merci pour cette question, Joe. Alexis Corbière. Que répondre ? Joe, je vous souhaite une bonne année. Je suis désolé de vous avoir dérangé ce matin par mes éructations. Sur le ton, la manière brutale de s'opposer, vous l'entendez ou pas ? Premièrement, si j'ai dérangé Joe en buvant son café, je suis désolé, c'est mon style à moi. Peut-être que j'aurais dû parler moins fort, moins près du micro, etc. Mais je vous demande pas d'ailleurs de passer des vacances avec moi, avec Mélenchon. Hein. Vous savez, vous avez le droit de pas nous apprécier sur le plan personnel, mais rester sur le terrain des idées. Voilà, je dis à Joe, est-ce que... Mais il y a des formes d'opposition, il y a des décibels, moi, il y a des moments, des mots, mais peut-être. Moi, j'assume le fait qu'il y a des moments... Vous êtes trop intelligent pour pas réfléchir à tout ça. Non, mais j'entends bien, et c'est volontairement parfois que j'utilise, moi ou d'autres de mes amis, ce que je vais appeler une provocation. Par exemple, dégagez-les tous. Cet été, ou même, on va aller plus simplement, cet été, j'ai assumé le fait, et le président de Rugy me l'a reproché, qu'à l'Assemblée nationale, j'ai montré ce que représente 5 € en ayant fait des courses à un leader price à côté, pour montrer que, voilà, et c'est une provocation, on doit pas le faire, etc. On peut trouver qu'il y a un côté un peu mise en scène, je l'assume. Mais à un moment donné, on est dans une société où l'image, la forme et le fait qu'il y a peut-être des portes parfois qu'il faut ouvrir à coups de pied par un vocabulaire un peu cru est une chose. Ceci dit, la qualité de la campagne Mélenchon
en 2017, c'est parce que c'était une grande campagne de pédagogie politique. Et c'est ça que j'invite Joe ou d'autres à aller voir. Vous n'aimez pas le son de ma voix, j'en suis désolé, allez lire ce que nous racontons. Et si vous n'êtes pas d'accord, après je peux entendre. Mais de grâce, allons au-delà de cette psychologisation des choses. Moi, monsieur, je n'éructe pas, je m'exprime peut-être avec passion, et on a tous nos qualités, nos défauts. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut, face à ce qu'est aujourd'hui Emmanuel Macron, le nouveau visage d'un libéralisme dur qui veut remettre en cause toute une série de règles, on voit bien sur le code du travail ou autre chose, il faut au contraire la pensée, des lumières, de l'intelligence, du partage, et c'est vers ça que l'avenir sera meilleur si on prend cette voie. Léa Salamé. Question concrète, Alexis Corbière, le gouvernement envisage de réduire de 90 à 80 km/h la vitesse sur les routes secondaires. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Oui, c'est le genre de sujet, je crois. Moi, j'en reste aussi. Nombre d'experts considèrent que ça limitera les accidents, qu'il y aura aussi des économies qui pourront être faites et tout. Je m'oppose pas à ça. Je pense que... Parce que le Front National va lancer une pétition contre, en estimant que le gouvernement cherche à se donner bonne conscience par des mesures qui vont encore impacter les classes moyennes qui vivent au-delà du périphérique, c'est-à-dire dans les zones rurales. Non, c'est faible de prendre le débat comme ça. Après, qu'il faille des moyens sur la prévention des accidents, etc. Tout à l'heure, j'ai écouté le débat sur... aussi les radars, etc. On peut s'interroger parfois sur la manière dont ils sont disposés, où ils sont là pour flasher et faire du chiffre, et ça peut être agaçant, etc. On peut s'interroger aussi, on n'a pas parlé à la SNCF, de quelle manière nombre de voies, notamment en province, ont été laissées un peu à l'abandon. On est quasiment obligé parfois de prendre sa voiture pour aller travailler, etc. Bon, et je peux comprendre que beaucoup de gens ne veulent pas être des vaches à lait uniquement, et qu'on ne prend pas sa voiture uniquement par plaisir, et qu'il faut pas tondre l'automobiliste. Ceci dit, tout ce qui va dans le sens, je suis pas un spécialiste, mais tout ce qui va dans le sens de mettre et d'essayer d'aller vers moins d'accidents, de rendre les routes moins accidentogènes, et va plutôt, selon moi, dans la bonne direction. Allez, on retourne au standard. Firas, bonjour. Bonjour et merci de prendre ma question. Je vous en prie. Je voulais juste savoir jusqu'à quand, en fait, la France Insoumise, et notamment M. Mélenchon, va continuer à véhiculer les théories complotistes du Kremlin concernant les questions internationales. Moi, je pense à la Syrie, je suis syrien, il faut le savoir. Voilà, quand il parle de guerre du gaz, je voulais juste vous dire que mon père est réfugié aujourd'hui en France parce qu'en 2011-2012, professeur à l'université, il disait que la répression féroce va nous amener à la guerre, que mon cousin est mort en fait sous la torture et son père aussi sont morts sous la torture parce qu'il a fait défection, qu'il refusait de tirer sur des manifestants. Il s'appelle Alaa Nizar Kontar, le cousin et le père, et que, dernier point, je fais partie des minorités syriennes que le régime prétend défendre. Donc jusqu'à quand M. Mélenchon va nous parler de guerre de gazoduc et qu'il va excuser le fait que le régime torture massivement dans les geôles et viole massivement femmes et enfants de manière systématique en nous expliquant que la guerre c'est sale, qu'il bombarde tous les hôpitaux, toutes les maternités, toutes les écoles en nous expliquant que la guerre c'est sale et lui trouver des excuses à ce génocidaire. Jusqu'à quand il va porter le drapeau du Kremlin et trouver que l'action de Poutine est bonne et que l'impérialisme américain tue en Syrie. Merci Firas pour cette question. Alexis Corbière. Mais il y a une telle passion, et je peux comprendre dans ce qu'il nous dit Firas, c'est ça, que je veux pas polémiquer avec lui, mais je veux lui dire, si nous ne soutenons pas Bachar el-Assad, jamais la torture, pardon, je le prends mal, je veux dire, c'est pas vrai, c'est faux. Deuxièmement, oui, il y a des intérêts géopolitiques, oui, la question du gaz n'était pas aussi secondaire en Syrie, mais vu le ton que prend l'échange, on va rester là. Bon, nous ne sommes pas les amis de Monsieur Poutine, nous ne sommes pas les amis, arrêtons là-dessus, écoutez, c'est une blague. Je vais faire référence, les mêmes qui nous font la leçon, dernièrement à l'Assemblée nationale, avant que la session s'arrête, vous savez que nous avons voté un partenariat d'accord renforcé avec le Kazakhstan, d'accord? Le Kazakhstan, là-bas, il n'y a pas d'élection. Ça torture, en veux-tu, en voilà. Et les mêmes qui nous font la leçon, qui soi-disant nous traitent d'amis de tous les dictateurs, proposent que la France ait un accord renforcé avec le Kazakhstan. Par contre, dès qu'on dit qu'il faut arrêter de sortir, notamment de ce discours un peu parfois belligène vis-à-vis de la Russie, qu'il faudrait établir des relations, non pas s'aligner. Vous savez, moi, je voterais pas Poutine si j'étais un citoyen russe. Mais la Russie est un pays avec lequel la France doit établir des relations autres que ce discours belliqueux venu directement parfois des États-Unis. J'observe que pendant la campagne présidentielle, il était de bon ton de taper sur Jean-Luc Mélenchon, mais que Monsieur Macron, sitôt élu, a reçu Vladimir Poutine. Discuter, il s'est pas aligné sur Poutine, il faut discuter. De la même façon que j'ai cru entendre que Monsieur Macron, il est en Chine et il explique qu'il faut discuter avec la Chine. Ça veut pas dire que c'est notre modèle. Donc sortons de cette vision un peu binaire. Voilà. Et enfin, je redis au ce micro, nous ne sommes pas amis de tous les dictateurs. C'est faux. Arrêtez avec ça. Je ne comprends pas comment c'est une manière blessante. Léa. Voilà. Léa. Alexis Corbière, Gallimard annonce vouloir rééditer les pamphlets antisémites de Céline, accompagnés par un appareil critique, accompagnés par les explications d'historiens. Vous êtes contre, vous dites c'est une bêtise et vous demandez à Gallimard de ne pas les publier. Pourquoi ?
Oui, alors premièrement, c'est une opinion que je défends, qui n'est pas nécessairement défendue par d'autres de mes amis. Je respecte le fait qu'on peut avoir sur cette affaire-là une opinion divergente. Je ne suis pas d'accord, pour plein de raisons. Premièrement, je pense que si on fait ça, on affaiblit toute possibilité de sanctionner d'autres antisémites. Je vais citer des noms, Monsieur Soral ou Dieudonné, etc. Il n'y a pas l'antisémitisme des quartiers populaires qui doit être condamné, et l'antisémitisme mondain du quartier latin dans lequel, parce qu'il y a 3 points d'exclamation et 3 points de suspension, on doit dire c'est fabuleux. Voilà. Céline, de son vivant, et d'ailleurs sa veuve ne voulait pas que cela soit réédité. Mais aujourd'hui, sa veuve, semble-t-il, a changé d'avis. Elle a 105 ans, et il y a un coup éditorial derrière que je n'approuve pas, mais qui est une mode qui est en train de se mettre en place. On a réédité, rebatté dans sa totalité les décombres. Moi, j'avais les mémoires d'un fasciste édité par Pauvert, c'était une sélection de certains textes. Et puis, demain, on va continuer. Pourquoi ne pas éditer La France juive d'Édouard Drummond? Vous savez, c'est un ouvrage qui peut être important aussi, le protocole des sages de Sion. On me dira, oui, mais il y a un appareil critique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on dit l'intérêt qu'on peut le trouver sur Internet, on peut trouver Massacre. Continuons à le trouver sur Internet. Attendez, Léa Salamé, je ne suis pas appareil critique. Je ne suis pas pour interdire les choses. Voilà. Moi, là où je suis gêné, je suis pas pour l'interdiction. Ouais. Si on cherche ce genre de texte, Bagatelle pour un massacre, on peut les trouver chez des bouquinistes sur Internet, c'est réédité. Par contre, pourquoi une grande maison d'édition doit apporter sa forme de caution, de banalisation, de généralisation de ces textes? Je ne suis pas d'accord. Où est-ce que ça va s'arrêter? J'ai Nicolas Demorand face à moi. Je me souviens, il y a pas longtemps, j'ai visité un musée qui s'appelle le Musée national d'histoire de l'immigration, dans lequel vous avez donné, je dis pas de bêtises, une collection de journaux antisémites s'appelait Psite, par des dessins de Carandache. Et je vous remercie pour ce musée. Bon, est-ce qu'il faut rééditer tous les dessins antisémites de Carandache? Est-ce qu'il faut... Bon, je crois pas. Il y a des choses qui doivent rester dans une forme de zone un peu. Quand on s'intéresse au sujet, on peut aller le lire, mais pas le mettre en supermarché partout. Moi, je ne suis pas d'accord. Mein Kampf que Fayard envisage. Moi, j'étais pas d'accord. Vous le savez, j'étais pas d'accord. On doit pouvoir lire Mein Kampf, évidemment, pour les historiens et tout, mais quel intérêt il y a à le diffuser plus largement? C'est la question que je pose. Et je pense en plus qu'on va s'affaiblir, parce que demain, puisque c'est édité, pourquoi pas monter un spectacle de théâtre où je vais lire Bagatelle pour un massacre et des hurlements antisémites dedans? Et pourquoi on l'interdira? Et puis, alors pourquoi alors on interdit Dieudonné quand il dit des saloperies, notamment sur celui qui vous remplaçait avant, Patrick Cohen, dans lequel il a le droit de dire des horreurs? Et moi, j'ai soutenu le fait que vous dites qu'il y a un snobisme intellectuel. Ben oui, c'est-à-dire que parce que c'est Céline. Alors ouais, bien sûr, je suis prof d'histoire et de français. Il faut le Voyage au bout de la nuit ou d'autres ouvrages doivent être connus. Mais pourquoi aller chercher ça dans les poubelles de Céline? Et quel est l'intérêt? Où est ce goût morbide? Et puis par ailleurs, c'est de la littérature de merde. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire. Des glapissements antisémites. Non, je parle de ces textes-là. C'est une folie, un délire. Et Céline, en plus, a cette particularité, c'est une ordure qui va continuer à écrire dans des journaux de collaboration durant la guerre en appelant au meurtre contre les Juifs. Pourquoi éditer tout ça? Enfin, je veux dire, bien sûr, il y aura l'appareil critique. À quoi ça nous sert? Bon, moi, juste la précision sur ce que vous venez de dire. Nicolas non, mais j'ai absolument aucun problème. Je veux dire par là qu'on peut avoir un intérêt pour des documents antisémites sans être un antisémite. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps maintenant, j'ai effectivement travaillé sur la caricature antisémite pendant l'affaire Dreyfus. J'avais donc collectionné un certain nombre, la collection complète de ce journal antisémite et caricatural qui s'appelait le Psite. Et effectivement, j'ai fait le don de la totalité de la collection et je vous en remercie. Et d'autres journaux au musée de l'histoire de l'immigration. Voir cette collection de journaux antisémites, vous êtes parce qu'il n'en avait que des il n'en avait que des photocopies. Pendant vous a pris à partie. Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Moi aussi, j'en ai cherché chez des pas l'antisémitisme lettré, le petit doigt en l'air. Voilà, c'était juste pour ça que on peut avoir un intérêt de recherche, etc., pour aller chercher chez des bouquinistes ce type de littérature, sans pour autant dire à une grande maison d'édition. Voilà. Donc je dis à Gallimard, solennellement, moi je suis pas pour que ça passe devant les tribunaux. C'est un petit désaccord peut-être avec Serge Klarsfeld. Ne le faites pas. Voilà, ne le faites pas. Vous avez une responsabilité quand on est éditeur, quand on est un média. Il y a des choses qu'on peut diffuser et d'autres qu'il ne faut pas diffuser plus largement. J'en suis là. 8h57, restez avec nous. Le 7-9. Sur France Inter. Alex Vizorek, c'est à vous. Nicolas Demorand, bonjour, rebonjour à tous. Monsieur Corbière, bonjour. Grand événement la semaine prochaine, on verra naître la web TV très attendue, le média, qui sera l'organe la chaîne télé des Insoumis. Alors de manière très étrange, Léa Salamé n'a aucune émission sur cette chaîne et c'est un peu décevant, mais il y aura quand même de très beaux programmes. Alors comme j'ai un petit peu mes entrées dans le monde de la télé, j'ai pu mettre la main sur quelques émissions déjà tournées. Alors je vous propose un petit zapping. Aujourd'hui, dans notre nouvel épisode de Plus belle la gauche, nous serons toujours sur le Vieux-Port. Jean-Luc s'ennuie toujours à Marseille. Il en vient presque à regretter Hénin Beaumont. Son ami Benoît l'attend dans le bar Le Mistral, le bien nommé, car Jean-Luc avait mis un bon vent à Benoît aux dernières élections.
Bienvenue dans Qui veut gagner 50 000 euros, ou plutôt Qui veut gagner des millions, mais qui seront taxés, comme tous les profits, à 95%. Toujours les 3 jokers, le 50-50, l'égalité, le vote du public, mais ça, on peut s'arranger à la vénézuélienne, et aussi vous pouvez appeler un camarade, vous pouvez appeler Gérard Miller, mais ça peut être long parce qu'il parle beaucoup. Bonjour, vous êtes dans Silence ça pousse et aujourd'hui nous sommes avec des jeunes de Nuit debout qui nous apprendront à faire pousser le cannabis. Alors, le cannabis, c'est une bien jolie plante aux vertus très appréciées, notamment pour oublier l'inefficacité de leurs jours assis. Bienvenue dans Chasseurs d'appart. Je suis Alexis Corbière et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette semaine, je vais aider Raquel, une chroniqueuse télévision, à trouver un appartement, idéalement un HLM. Mais ça va être difficile maintenant qu'elle a ses fiches de paye de Thierry Ardisson. C'est pas Vizorek qui dira le contraire. Bonjour, c'est François Ruffin, le Denis Brognard de la gauche. Vous êtes dans Koh-Lanta des Insoumis. Nos candidats seront soumis à des épreuves terribles. Ils devront, pour remporter le totem, passer plusieurs jours dans un milieu hostile, à Monaco.